Alors, on va démarrer. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui a pour thème le MACF, concrètement qui, quoi, comment. Pour ma part, je suis Laurence Guillou, conseillère technique et réglementaire en développement international chez BCI. C'est la première fois que vous me voyez. J'ai repris le poste d'Annie Munier, qui a fait valoir ses droits à la retraite en début d'année. Je suis ravie d'accueillir notre intervenant de ce jour, Stanislas Roquebert. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci Laurence, bonjour à tous. Avant de laisser la parole à Stanislas, très rapidement, BCI, qui sommes-nous? La mission fondamentale de BCI est d'aider les entreprises bretonnes dans leur développement à l'international, une structure régionale d'appui à l'internationalisation avec une approche transversale par métier et par filière. Nous sommes une équipe répartie sur toute la Bretagne. Nous proposons une gamme de services pour vous accompagner sur la structuration et la projection de vos activités à l'international, du premier au dernier kilomètre. BCI est un partenaire de confiance. Il vous permet de vous structurer en Bretagne, puis de vous développer à l'étranger. Nous vous permettons d'améliorer les performances de vos équipes par un soutien sur la technicité export. Nos domaines d'expertise sont tant à l'import qu'à l'export. Nos conseillers techniques et stratégiques techniques sont présents dans les CCI. Nous avons une couverture mondiale avec des prestataires agréés dans près de 80 pays. Vos chargés d'affaires, que vous voyez à l'écran, ont une parfaite connaissance sectorielle et des marchés internationaux. Avec un peu plus de 1000 entreprises adhérentes, vous trouverez nos coordonnées sur notre présentation. Nous sommes à votre disposition. Revenons à notre webinaire du jour. Au vu des questions et des conseils apportés sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, nous avons souhaité vous proposer un webinaire sur les points de vigilance à prendre en compte lors de vos importations de certains produits fabriqués hors d'Europe. Je vais laisser la parole à notre intervenant dans quelques minutes. Sur les aspects pratico-pratiques de cette réunion, vos caméras et micros sont désactivés pour la bonne tenue du webinaire. Vous êtes environ 50 personnes connectées ce matin. Pour vos questions au fil de l'eau, vous pouvez les poser sur le module questions et réponses. On vous proposera un temps d'échange à la fin de chaque chapitre. Le support de présentation et le replay de ce webinaire seront disponibles sous quelques jours sur notre plateforme BCI Info sur notre site web. Avant la fin de cette réunion, nous vous demanderons de remplir un court sondage pour avoir votre feedback et aussi n'hésitez pas à nous remonter toute thématique que vous aimeriez que l'on développe lors de notre prochaine réunion d'information. J'en ai fini pour l'introduction de cette session. Je vous laisse la main, Stanislas, pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Laurence. Bonjour à tous. De nouveau, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. On a l'habitude d'intervenir ensemble avec BCI, Annie autrefois, Laurence maintenant. Donc ravi de vous retrouver. Je me présente en quelques instants. Stanislas Roquebert, donc je suis avocat spécialisé en droit douanier, associé dans un cabinet qui s'appelle Lighthouse LHLF. On a un nom anglais, mais on est un cabinet français basé à Paris, Lyon et avec une présence également en Bretagne, à Vannes.
Et donc, on est un cabinet spécialisé en fiscalité internationale, TVA et douane. Et donc, dans la partie douane, on englobe toutes les réglementations nouvelles, y compris cette fameuse réglementation MACF que vous commencez à connaître maintenant pour la plupart, puisque elle est entrée en vigueur depuis, on vient de fêter le premier anniversaire il y a quelques jours. Et donc, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le concret de cette réglementation, avec notamment le retour d'expérience des mois qui viennent de s'écouler. Voilà pour cette petite présentation. Je rentre dans le vif du sujet directement. J'espère que les slides passent bien. En principe, oui. C'est bon, effectivement, oui. Voilà le sommaire très rapidement. Bon, on va rappeler ce que c'est que le MACF, mais a priori, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes tous concernés ou que vous pourriez être concernés, donc vous êtes déjà renseignés. Donc ça sera très rapide. Quelles sont les entreprises concernées actuellement ou dans le futur? Quelles sont les distinctions entre, on parle beaucoup dans la réglementation et dans les derniers guidelines, de petites ou grandes entreprises, donc qui est concerné par cette distinction? Quel est le calendrier actuel? Évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les risques? C'est une partie qu'on aborde à la fin, non pas pour vous faire peur, mais pour être certain que vous ne soyez pas en risque. Et puis, on va voir quelques aspects pratiques à la fin. C'était pas évident de préparer ce webinaire ensemble parce que on est à la fois sur une réglementation qui existe maintenant depuis presque un peu plus d'un an, qui est entrée en vigueur, mais de manière provisoire, ou en tout cas à titre de test. Et donc, on a à la fois beaucoup de questions encore, mais en même temps quelques retours déjà très concrets. Et donc, dans cette dernière partie qu'on a intitulée En pratique, on a essayé de regrouper un peu toutes sortes de retours d'expérience. C'était plus facile de le formuler ainsi, mais tout au long de la présentation, les premiers points que vous voyez affichés, donc les points 1 à 4, on a déjà beaucoup de choses à dire, puisque au fil de l'eau, des réponses ont été apportées. Il y a eu beaucoup de questions sur cette réglementation, qui en fait, malheureusement, et comme ça arrive souvent désormais, la réglementation est entrée en vigueur avant que les textes explicatifs, les guidelines, tant au niveau de la Commission qu'au niveau français ou dans les autres États membres, ne soient publiés. Donc, quelque part, c'est une formule un peu nouvelle, mais qui se fait de plus en plus et qui existe aussi sur d'autres réglementations dont je pourrais dire un mot. Finalement, on met en œuvre une réglementation à titre provisoire et on adapte les contours de cette réglementation au fil de l'eau, au réel, ce qui peut avoir un aspect très intéressant, mais aussi très stressant pour les entreprises que nous représentons aujourd'hui. Donc voilà, on aura quand même ce retour assez concret. Pour ceux qui n'auraient pas pu assister, l'année dernière, il y avait déjà eu un webinaire sur le MACF et donc qui commencerait vraiment à zéro. Je m'excuse par avance parce qu'on va passer un peu vite sur les basiques, mais bien évidemment, vous aurez accès aux slides et donc on pourra échanger sur ces aspects-là, bien évidemment, par ailleurs. Alors le MACF, qu'est-ce que c'est? Voilà, je le disais, je vais passer assez vite. En général, on parle de taxe carbone. Alors c'est un terme qui est impropre puisque en tant que tel, ce n'est pas une taxe, mais c'est la dénomination qui a été retenue par la plupart des intervenants. Donc on parle de taxe carbone aux frontières, à l'importation. Et donc en fait, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, finalement, c'est simplement la mise en œuvre progressive sur les importations les plus polluantes d'un système de taxation qui se matérialise par l'achat de certificats carbone. Si on devait simplifier, pour ceux voilà, qui ne connaîtraient pas forcément cette mesure, l'objectif et le mécanisme fonctionnent de la manière suivante. On impose aux importations européennes euh, la même taxation carbone que si ces produits avaient été fabriqués dans l'Union européenne. Voilà, donc le but est de rééquilibrer. Évidemment, il y a un objectif fiscal derrière, mais le but est de rééquilibrer l'application de ces mesures carbone sur les importations et donc les productions non européennes. La date d'entrée en vigueur, alors là encore une fois, il faut garder en tête que officiellement, c'est le 1er janvier 2026, mais que nous sommes dans une phase transitoire qui a débuté il y a un peu plus d'un an, le 1er octobre 2023. Je le disais à un instant, on a fêté le premier anniversaire.
Donc, on est déjà dans cette phase transitoire au cours de laquelle on a d'ores et déjà des obligations, mais qui en principe ne donnent pas lieu à sanction. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, on est obligé actuellement de déclarer nos émissions contenues dans les produits importés. C'est une obligation, mais les erreurs éventuelles ne donnent pas lieu à sanction. Là encore une fois, j'y reviendrai. Les objectifs du mécanisme, je les ai déjà dévoilés, mais je les rappelle très brièvement. Alors, il y a un objectif que j'appellerais de nature politique, éviter les délocalisations de production émettrices de gaz à effet de serre, donc les productions très polluantes, pour dire les choses clairement. Le deuxième objectif qui me semble un peu plus réel, si on doit se dire les choses clairement, c'est plutôt de générer des revenus. On estime que c'est à peu près 10 milliards d'euros par an, donc c'est colossal. Et donc, évidemment, il y a aussi derrière un objectif de lutte contre la pollution et donc de réduction des émissions, notamment. Voilà. Et puis l'accompagnement progressif de la fin des quotas gratuits, bon, cela va de soi, mais donc gardez en tête l'objectif, il est essentiellement écologique, mais aussi ce que j'appelle de nature fiscale, c'est-à-dire de générer des revenus pour l'Union européenne et donc pour les États membres. Qui est concerné par ce MACF? Alors là, encore une fois, il faut distinguer, plusieurs situations. Il y a actuellement des produits qui sont concernés. On parle de produits, mais on pourrait parler de secteurs. Ce sont les secteurs qui sont considérés comme les plus polluants. Ces secteurs ont été ciblés de manière extrêmement précise, on le verra dans les slides suivants, par référence à des codes douaniers, et je reviendrai aussi sur l'impact que ceci peut avoir. Donc, les secteurs les plus polluants, les secteurs ETS, donc déjà ciblés par le système des quotas, d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on les a listés sur ce slide, partie gauche. Ce sont les secteurs qui sont connus aujourd'hui. La réglementation a vocation à s'étendre à d'autres secteurs. Si on veut être le plus exhaustif possible, tout produit importé pourrait être concerné demain. Alors demain, ça sera post-2026. Pour l'instant, ce que l'on en sait, c'est que les secteurs qui sont visés par le système des échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont tous concernés à court et moyen terme. Voilà. Ensuite, tout produit importé pourrait être concerné. Donc, si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, vous pourriez l'être demain. Et finalement, dans les produits listés, on verra après par code douanier, ça couvre un certain nombre de produits, de matières premières, même si par principe au départ, vous n'intervenez pas forcément dans le secteur de l'aluminium, mais vous êtes amené à importer de l'aluminium pour fabriquer les produits que vous commercialisez. La partie droite du slide, on parle quand même de régime douanier. C'est pour ça que c'est lié évidemment à une réglementation qu'on peut qualifier de douanière. Les régimes douaniers, on parle de marchandises mises en libre pratique. Autrement dit, ce sont les produits que vous importez. J'insiste sur ce point, c'est une question qui revient dans 100% des cas, qui s'est beaucoup posée. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de sociétés qui ont déposé des rapports MACF alors qu'elles n'auraient pas dû le faire, puisqu'on parle d'importation. Une importation, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, c'est donc une mise à la consommation d'un produit qui provient, qui est originaire euh, d'un territoire tiers à l'Union européenne. Donc c'est très important. Si vous achetez vos produits dans ces secteurs-là à un fournisseur européen et que ce fournisseur a déjà importé, vous n'êtes pas soumis à la contrainte du MACF, puisque c'est votre fournisseur qui a importé ces produits. Donc on parle bien, premièrement, de mise à la consommation, c'est donc une importation en provenance d'un territoire tiers à l'Union européenne. Premier point, une importation. Deuxième point, on parle bien d'une importation d'un fournisseur tiers à l'Union européenne. Si votre fournisseur se situe dans l'Union européenne et bien sûr qu'il a déjà importé les produits, c'est important qu'il ait déjà réalisé la mise en libre pratique, vous n'êtes pas concerné. Attention aux confusions parce que il peut y avoir, c'est pas parce que votre fournisseur est européen que vous n'êtes pas concerné. Il y a bien deux conditions: mise en libre pratique, donc importation, et les fournisseurs tiers. Deuxième bullet point qui est très important, on parle d'un cadre spécifique pour les produits issus d'un régime douanier. Là, on parle du perfectionnement actif, mais donc d'un régime douanier. J'insiste sur ce point aussi, les régimes douaniers,
Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des régimes temporaires et donc vous n'importez pas définitivement un produit, mais vous le placez en entrepôt sous douane ou en perfectionnement actif, soit parce que vous allez uniquement stocker les produits avant éventuellement de les importer ou de les réexporter, soit parce que vous importez pour fabriquer des produits. Et donc là, c'est le cas du perfectionnement. Et donc, on appelle ça régime suspensif puisque ça suspend les droits de douane et les taxes à l'importation. Mais ça suspend aussi l'application des réglementations spécifiques. Donc, si vous importez vos produits pour les placer en entrepôt sous douane ou en perfectionnement actif ou tout autre régime douanier, au moment de l'importation et du placement dans les régimes, vous n'êtes pas soumis au MACF, puisque c'est uniquement la mise en libre pratique, la mise à la consommation qui soumet au MACF. En revanche, lorsque vous allez sortir de ces régimes, si vous sortez de ces régimes et que vous réexportez les produits, vous n'êtes pas soumis. En revanche, si vous sortez de ces régimes entrepôt sous douane, perfectionnement actif, et que vous importez les produits dans l'Union européenne, vous pourriez être soumis. Pourquoi je dis vous pourriez être soumis? Si vous êtes dans le cadre de l'entrepôt sous douane, vos produits n'ont pas changé, ce sont les mêmes, donc vous serez soumis. En revanche, si vous êtes dans le cadre du perfectionnement actif, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait un cas spécifique, si vous êtes dans le cadre du perfectionnement actif, vous avez transformé vos produits, puisque le perfectionnement actif, j'importe, je transforme, et ensuite, soit je réexporte, soit j'importe dans l'Union européenne. Si j'importe dans l'Union européenne après transformation, eh bien, je n'ai pas le même produit que la matière première qui est entrée dans ce régime. Peut-être que votre produit fini n'est pas soumis, ne fait pas partie des codes douaniers soumis à MACF. On a des clients pour lesquels c'est arrivé. Vous importez pour placer en perfectionnement actif un produit soumis à MACF, mais vous allez le transformer. Et dans ce cas-là, le produit fini, peut-être, lui, ne sera pas soumis. Donc, vous ne serez pas soumis au MACF. Gardez en tête cette spécificité, puisque un certain nombre de sociétés ont été amenées à réfléchir à la mise en œuvre de ce type de régime douanier qui pourrait vous permettre d'échapper aux contraintes MACF, en plus de la suspension des droits et taxes éventuels. Je clôt cette parenthèse, mais et je suis rentré un petit peu dans le détail douanier, je m'en excuse, mais c'est un point important à garder en tête. Les régimes douaniers spécifiques, perfectionnement actif, entrepôt sous douane, suspendent ces réglementations et peut-être qu'à la sortie du perfectionnement actif, vous pourriez ne plus être soumis. Le périmètre des produits spécifiques, je vous disais, on a une liste de produits très précise. Si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous importez des produits qui sont listés dans les slides que vous avez sous les yeux, celui-ci et le suivant. Et donc, par code douanier, on sait si nous sommes soumis ou non à la réglementation MACF. Si les produits que vous importez se trouvent dans les codes douaniers que vous avez sous les yeux dans ce slide et le slide suivant, je passe au slide suivant, vous êtes soumis au MACF. Encore une fois, je suis désolé d'insister, mais c'est en répétant qu'on retient les choses. Encore une fois, vous êtes soumis si vous importez ces produits, si vous achetez ces produits-là auprès d'un fournisseur européen qui lui-même les a déjà importés, vous n'êtes pas soumis. Donc vous êtes soumis si vous importez ces produits-là uniquement et vous êtes soumis si c'est une importation définitive. Si vous êtes en régime douanier suspensif et que vous transformez pour obtenir un code douanier différent des codes qu'on a sous les yeux, vous ne serez pas soumis. J'insiste un tout petit peu sur ce périmètre spécifique pour rappeler que le périmètre sera effectivement étendu. Donc d'autres produits seront concernés. Une liste sera publiée. Pour l'instant, la liste n'a pas évolué. C'est une question qui revient tout le temps aussi. Cette liste n'a pas évolué. Autre question qui peut se poser, et comme on arrive dans les exceptions, je commence par cette exception qui n'est pas listée, puisque ce n'est pas une exception officielle, mais c'est la pratique qui nous amène à la prévoir. Vous nous demandez très souvent si je n'ai pas importé au cours du trimestre précédent des produits ayant un code douanier soumis à MACF, est-ce que je dois tout de même déposer un rapport pour dire que je suis à zéro? Eh bien, la réponse est non. Vous déposez un rapport uniquement si vous avez importé les produits listés dans les slides précédents au cours du trimestre précédent. Donc, vous pourriez tout à fait être un importateur, je reviens un slide en arrière, d'un produit en 76, produit en aluminium, chapitre 76. Pour autant, au cours du trimestre précédent, vous aviez un stock constitué, vous n'aviez pas eu besoin d'importer
ce type de produit. Et donc, vous ne déposez pas de rapport. Vous ne déposez un rapport que si vous avez importé au cours du trimestre précédent. Et je rappelle, importation en provenance d'un État tiers à l'Union européenne et hors régime douanier spécifique. Donc, les exceptions à l'application du MACF, bon, il y a une exception qui est simple à comprendre, valeur en douane inférieure à 150 euros. Je rappelle, c'est une aparté, mais je rappelle que la valeur en douane doit correspondre à la valeur de marché de vos produits. C'est aussi une question qui nous est posée très fréquemment lorsque l'on aborde ces exceptions. Est-ce que je peux du coup déclarer à 100 euros toutes mes importations? Vous pouvez, mais vous prenez un risque considérable puisque je rappelle que la valeur en douane doit correspondre à une valeur de marché. Qu'est-ce qu'une valeur de marché? C'est une valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix que vous payez pour vos produits. Il arrive très fréquemment d'ailleurs que certains nous disent, ben, pour éviter d'être soumis au MACF, mon fournisseur m'a proposé uniquement pour la douane, de faire une facture pour douane avec une valeur inférieure à 150 euros. Gros warning, hein, je ne peux pas mettre le warning à l'écran, mais je fais le geste. Gros warning dans ces cas-là, vous prenez un risque double, non seulement d'une fausse valeur en douane, et je rappelle qu'une sous-évaluation en douane constitue une infraction douanière, donc pénalité et droit de douane éventuel. Donc un risque vis-à-vis de la réglementation douanière, mais également le risque MACF, puisqu'au moment où la douane vous contrôlerez, vous redresserez pour cette valeur sous-évaluée, bah, automatiquement, en vous redressant, vous repassez au-dessus des 150 euros, et donc vous avez aussi le risque MACF. Donc cette exception, soyez très précautionneux, et de manière générale, soyez très précautionneux sur la valeur en douane. Lorsque vous importez un produit, la valeur est une valeur de marché. Et c'est la même chose d'ailleurs, question qui se pose très souvent aussi, donc j'essaie d'y répondre à l'avance. Si la valeur, si le produit, pardon, est dans le cadre du SAV, c'est un produit de remplacement ou c'est un produit gratuit, c'est un échantillon, peu importe, pour l'administration des douanes, il y a toujours une valeur en douane de marché, même si commercialement, vous n'achetez pas ce produit. Donc gardez en tête, vous êtes soumis au MACF, et vous devez déclarer une valeur de marché, même lorsqu'il s'agit de marchandises gratuites ou dans le cadre du SAV ou que sais-je, dans lequel il n'y a pas de valeur commerciale. Deuxième exception, et pardon, je reviens au point d'avant, la valeur en douane, c'est un des points les plus contrôlés par l'administration des douanes actuellement, puisqu'il y a tout un tas de risques. Alors, je l'aborde ici, mais on pourra en reparler dans un autre contexte. Valeur en douane, c'est la valeur de marché. Peu importe que vous achetiez ou non, c'est la valeur de marché, à laquelle on ajoute un certain nombre d'éléments, comme les frais de transport jusqu'à l'introduction dans l'Union européenne, les redevances éventuelles, les frais de moule, les frais de R&D, etc. J'en dis pas plus, ce n'est pas le sujet du jour, mais si vous avez des risques ou que ce que je viens de vous dire crée une alerte, on peut en discuter en aparté avec Laurence ou avec nous-mêmes. Donc c'est la première exception. Deuxième exception, une importation relative à une opération militaire. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Une opération militaire, bien évidemment, ce sont des importations en général de matériel de guerre ou de biens à double usage. Donc là, vous êtes soumis à une autre réglementation que le MACF, mais qui est tout aussi contrôlée et tout aussi sensible, qui est donc l'obligation d'importer avec des autorisations, des licences d'importation de matériel de guerre ou des licences d'importation de biens à double usage. Je clôt la parenthèse. Je rappelle que biens à double usage, c'est des biens qui peuvent être utilisés en civil ou en militaire. Si vous avez un doute sur le fait que vos biens sont éventuellement des biens à double usage, soyez très précautionneux. Et dans ces cas-là, il y a une méthode de vérification par référence au code douanier. On pourra en discuter également. Je clôt cette parenthèse. Troisième exception, les marchandises originaires de certains pays listés. Donc, c'est les pays listés à l'annexe du règlement MACF. Cette liste a vocation à évoluer. Donc aujourd'hui, pays de la ELE, donc la Suisse, la Norvège notamment, les pays que vous avez ou les zones régionales qui sont listées à l'écran. Cette liste a vocation à être étendue. On parle déjà du Royaume-Uni qui serait très bientôt dans cette liste. Elle est en cours d'actualisation auprès de la Commission européenne. Pour faire simple, l'objectif de cette liste actualisée sera d'introduire les pays qui eux-mêmes ont déjà une réglementation carbone équivalente à celle de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays qui taxent les émissions polluantes.
Donc la plupart des pays que je viens de citer, la Suisse, le Royaume-Uni notamment, ont des réglementations équivalentes à la réglementation européenne pour taxer les émissions polluantes. Je rappelle également, point très important, lorsque vous importez une marchandise, vous devez déclarer l'origine des produits que vous importez. On a donc déjà eu la question au moment où on parle de cette exception. J'ai qu'à faire passer par la Suisse et je déclarais une origine suisse pour ne pas être soumis au MACF. De nouveau, double risque. Risque puisque l'administration des douanes pourrait vous contrôler à l'importation et vous notifier une infraction de fausse déclaration d'origine avec là de nouveau infraction douanière, pénalité, droit de douane additionnel, et en plus, application de la réglementation MACF, puisque avec la bonne origine, vous seriez soumis au MACF. Je rappelle que le seul transit par un pays ne permet pas de modifier l'origine. Ce n'est pas parce que vous importez en Suisse, que vous stockez en Suisse quelques semaines et qu'ensuite vous importez dans l'Union européenne que vos produits sont devenus suisses. Bien au contraire, ils gardent leur origine initiale, sauf à ce que vous ayez réalisé une transformation substantielle en Suisse. C'est un autre sujet, donc je clôt le débat, mais je tenais à rappeler que sur ces exceptions, il y a des risques doubles, douaniers et MACF, dans lesquels il faut faire attention à ne pas tomber. Et donc, on rappelle, valeur en douane, il y a toujours une valeur de marché, même si vous n'achetez pas les produits. Bien militaire, attention, réglementation sensible. L'origine, vous devez avoir la bonne origine, c'est-à-dire le pays de production, et non pas le pays de transit ou le pays d'origine de votre fournisseur. Je poursuis les opérateurs concernés. Alors, vous avez vu que je rajoute à chaque fois des éléments, mais c'est le retour concret qu'on a voilà, des aspects pratiques et concrets qui se sont posés au cours de l'année écoulée, au cours de laquelle on a donc pu constater les questions qui se posaient. Les opérateurs concernés par le MACF, là aussi, il y a eu beaucoup de questions. La théorie que l'on a sous les yeux, simple, les importateurs de produits soumis à MACF, donc les importateurs de produits ayant les codes douaniers que l'on a listés avant. Tiens, j'ai oublié de faire cette parenthèse d'ailleurs, mais si vous entendez changer de code douanier pour ne plus être soumis au MACF, là aussi, risque très important, puisque si vous n'avez pas le bon code douanier, vous êtes en infraction douanière, mais vous êtes aussi en infraction potentielle au MACF. Je rappelle que les codes douaniers sont déterminés par des caractéristiques techniques clair, et donc tout produit a un code douanier. Si vous en changez, ça doit être justifié par la réglementation, les caractéristiques techniques du produit. Si vous avez un doute, vous pouvez consulter l'administration des douanes qui délivre des règlements tarifaires contraignants, c'est-à-dire qui vous dit voilà quel est le bon code douanier selon moi. Mais avant d'aller dans cette démarche, il y a tout un tas d'outils qui existent, qu'on pourra vous détailler, ce n'est pas l'objet du jour, mais par ailleurs, qui existent pour sécuriser les codes douaniers. On a vu qu'il y a eu beaucoup de contrôles au cours de l'année précédente où des sociétés importaient des produits avec un code douanier qui s'avérait erroné. Et dès lors que l'administration proposait le bon code douanier, non seulement il y avait ce risque voilà, douanier de code douanier erroné, mais en plus, on se retrouvait soumis au MACF sans le savoir. Donc, soyez précautionneux sur vos codes douaniers. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez ne pas être soumis au MACF, mais en réalité, votre produit et votre importation devraient l'être si vous utilisiez le bon code douanier. Donc, commencez par sécuriser les fondamentaux douaniers, code, valeur, origine, les trois éléments dont je viens de parler. Les opérateurs concernés par le MACF, c'est simple, ce sont les importateurs. Je rappelle, même si je l'ai déjà dit, les importateurs, c'est donc celui qui réalise, qui dépose une déclaration, ou au nom duquel est déposée une déclaration en douane à l'importation dans l'Union européenne. Si vous achetez à un fournisseur européen, vous n'êtes pas, et qu'il a déjà mis en libre pratique, vous n'êtes pas importateur. Autre personne concernée par le MACF, les représentants en douane enregistrés dans un seul cas, là aussi beaucoup de questions, dans un seul cas, les représentants en douane enregistrés, les RDE, agissant dans le cadre de la représentation en douane indirecte et qui auraient accepté évidemment d'être déclarants MACF. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, ça veut dire que votre RDE, s'il agit en représentation directe, je vais revenir après sur cette distinction, il ne peut pas être déclarant MACF pour votre compte. Qu'est-ce que la représentation directe ou indirecte? La représentation directe, c'est lorsque votre représentant en douane, ça peut être votre transitaire, dépose pour vous des déclarations en votre nom et pour votre compte. En votre nom, pour votre compte. Il est invisible pour l'administration et c'est donc vous qui êtes importateur,
mais vous avez simplement un mandataire qui agit en votre nom pour votre compte, qui est le RDE. Dans certains cas, ce RDE peut accepter d'agir en représentation indirecte, c'est-à-dire qu'il agit en son nom, mais pour votre compte, en son nom pour votre compte, et donc il est solidairement responsable vis-à-vis de l'administration, solidairement responsable de ce qui est déclaré d'un point de vue douanier, et dans ce cas-là, il peut également être déclarant MACF. La représentation en douane indirecte est assez rarement acceptée par les RDE, puisque ça engage leur responsabilité, même s'ils ont aussi une responsabilité, j'y reviendrai, en représentation directe, assez rarement acceptée. Mais ça peut être obligatoire lorsque, et a priori ce n'est pas votre cas, lorsque le RDE agit pour une société qui est non établie. Si vous représentez aujourd'hui une société anglaise, par exemple, je rappelle que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, c'est donc une société qui n'est pas établie dans l'Union européenne, et donc dans ces cas-là, le RDE est obligé d'agir en représentation indirecte. Et dans ce cas-là, il pourra également être déclarant MACF. Donc si votre représentant en douane a accepté de devenir votre déclarant MACF, il faut obligatoirement passer en mode de représentation indirecte. Il n'y a aucune obligation pour le RDE d'accepter ce mandat, mais gardez en tête que si vous lui demandez d'être déclarant MACF à votre place, il faudra changer le mode de représentation et dans la plupart des cas, c'est refusé par le déclarant, par le RDE. Donc, gardez en tête, souvent vous êtes seul responsable en qualité d'importateur, puisque votre RDE n'est que votre mandataire, mais vous pouvez, dans certains cas, lui demander également d'être déclarant en MACF. Il faudra changer, dans ces cas-là, de mode de représentation. Je rappelle, puisque vous allez poser la question, est-ce qu'il faut un mandat avec un RDE? Oui, il faut même idéalement un contrat qui prévoit les missions, les responsabilités de chacun. Comme dit l'adage, hein, il vaut mieux un bon contrat qu'un mauvais procès. Donc, gardez en tête, ayez des mandats à minima, mais de préférence des contrats avec vos RDE. Et dans ces contrats ou dans ces mandats, il faut désormais rajouter une clause spécifique sur le MACF. Est-ce que je vous ai demandé d'agir en tant que déclarant MACF? Si oui, ça a un impact, je l'ai dit, sur la représentation en douane. Et sinon, il sera important de préciser, en tant qu'importateur, je suis déclarant MACF et je ne vous demande pas à vous, RDE, transitaire, d'être déclarant MACF. Gros warning là aussi, trop de sociétés continuent à fonctionner sans contrat de représentation en douane. Or, c'est important d'en avoir un. C'est important d'avoir un mandat, mais souvent un mandat, c'est une page très, très rapide, très courte. Il vaut mieux un contrat bien détaillé, mais à minima, un mandat dans lequel vous devez prévoir également qui s'occupe de la déclaration MACF. Donc, je rappelle, les importateurs, vous importez dans l'Union européenne un produit qui est originaire d'un État tiers à l'Union européenne. Si vous achetez un fournisseur européen et qu'il a déjà importé, vous n'êtes pas soumis. Ou le RDE uniquement en représentation en douane indirecte. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Bon, un slide très simple sur les autorités compétentes. Vous avez compris, il y avait d'ailleurs un webinaire pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il sera probablement disponible dans les prochains jours de la DGEC, webinaire qui a eu lieu il y a 2 jours. DGEC, Direction générale de l'énergie et du climat, qui est l'autorité de tutelle de cette réglementation MACF. Ce webinaire est probablement accessible, comme je le disais. Bon, je ne sais pas si vous apprendrez beaucoup de choses, mais ça permet de voir un petit peu quel est le tempo de l'administration. Et d'autres administrations également sont concernées. En premier lieu, l'administration des douanes. C'est pour ça que nous autres, spécialistes du droit douanier, nous intervenons. Pourquoi l'administration des douanes? Puisque c'est l'administration qui contrôle les frontières et donc qui contrôle les déclarations en douane et donc qui pourrait être amené à contrôler vos codes douaniers, vos valeurs, vos origines. Si votre code douanier est soumis à MACF, ils pourront vérifier l'application. Votre statut de déclarant MACF pourra être vérifié également par l'administration. La valeur en douane, l'origine. Donc, l'administration des douanes, évidemment, est concernée et 2 autres directions générales qui sont listées ici, la Direction générale du Trésor et la Direction générale des entreprises, concernées dans une moindre mesure également. À la fin de cette première partie, on va évidemment, s'il y a des questions, y répondre, mais je voudrais simplement rappeler et synthétiser ce que je viens de dire, au risque de me répéter, mais gardez en tête, vous n'êtes concerné que si vous êtes importateur. Les régimes douaniers peuvent permettre d'échapper à cette réglementation de manière tout à fait légale, évidemment.
Euh, Importateur, ça veut dire que c'est vous qui mettez en libre pratique, qui déposez la déclaration en douane ou en votre compte qu'elle est déposée. Pour être déclarant MACF, il faut être enregistré, j'y reviendrai tout à l'heure. Un RDE peut l'être, mais uniquement pour votre compte, mais uniquement dans le cadre de la représentation en douane indirecte. Et soyez précautionneux, valeur, espèce, donc code douanier, valeur, code douanier, origine, puisque c'est très contrôlé par l'administration et c'est ça qui permet de déterminer si vous êtes soumis ou non au MACF. Voilà, s'il y a des questions, j'y réponds bien volontiers et je vous Alors, laisse il la y a parole. effectivement, Stanislas, il y a quelques questions. Certaines, vous avez répondu. À aujourd'hui, seuls certains codes douaniers sont concernés. Donc, effectivement, vous avez donné la liste. Elle sera sur le PowerPoint qui vous sera transmis. Vous avez parlé d'un montant de 150 euros. C'est 150 euros par produit ou par volume d'importation sur le trimestre? Non, alors 150 euros par produit, effectivement. Et donc, dès lors que vous importez un produit dont la valeur est supérieure à 150 euros et que ce produit, bien évidemment, est soumis, donc fait partie des codes douaniers listés et des pays ayant une origine pour lesquels vous devez déclarer, vous êtes soumis. Ok. La valeur en douane à retenir est celle indiquée sur l'IMA. Alors oui, la valeur en douane est indiquée sur l'IMA, mais je dirais que la question là est inversée, c'est-à-dire que sur la déclaration d'importation, IMA pour ceux qui ne seraient pas familiers, IM pour importation, Importation. donc sur la déclaration d'importation, vous devez indiquer une valeur, donc c'est effectivement la valeur qui est retenue pour voir si on est en dessous ou au-dessus de 150 euros. Néanmoins, c'est cette valeur-là qui doit correspondre à une valeur de marché, donc c'est à vous d'établir la bonne valeur de marché qui sera reportée sur cette case de l'IMA. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, oui, c'est cette Donc c'est valeur que par l'on produit, retient ouais. pour la soumission au MACF, et c'est cette valeur sur laquelle vous devez être très précautionneux, qui est très contrôlée actuellement. Où trouver la liste à jour des produits inclus dans la MACF? Donc il y a il y a donc la nomenclature douanière qui est indiquée et la liste des pays exclus. Alors, je reviens un petit peu en arrière dans les slides, mais donc, où trouver la liste? Bah là, dans ces deux slides-là, on a bien cité, vous le verrez en annexe par ailleurs, le règlement en question, c'est le règlement MACF, mais là, sur ces deux slides, vous avez la liste de tous les codes douaniers soumis, mais encore une fois, on pourra vous annexer la liste. Et c'est la même chose pour les pays, je crois qu'on l'a cité ici, voilà, en Mm. annexe 3 du règlement, mais je pourrais le rajouter d'ailleurs dans les ah Un oui, on va lien. faire, c'est le cadeau du jour, parce qu'on est vendredi. On va rajouter dans les annexes la liste, ou le lien plutôt, c'est plus pragmatique, le lien vers cette liste des pays et le lien également vers la liste des codes douaniers. Alors, liste des pays, vous parliez de liste de pays exclus. Je comprends que ça veut dire que c'est les produits qui ne sont pas, les pays, pardon, qui ne sont pas soumis au MACF. Là, pour le coup, ils sont listés dans le slide ici. Donc AELE, c'est notamment la Suisse et la Norvège, mais on pourra, Liechtenstein, enfin on pourra, là encore une fois, vous adresser la liste. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays. Pardon, peut-être que ce que je peux rajouter sur cette question, aujourd'hui, la liste est assez limitative, puisque seuls ces pays-là ont été considérés comme ayant des réglementations similaires ou identiques à celles de l'Union européenne, mais on pourra tout à fait évoquer la liste des pays qui sont en cours de discussion auprès de la Commission. On a participé à ces discussions. Il y a notamment le Royaume-Uni, qui devrait être très rapidement inclus, mais on pourra rajouter ces éléments, bien évidemment. Cette réglementation ne pénalise-t-elle pas les entreprises qui achètent des produits bruts au lieu des entreprises qui importent des produits semi-finis ou finis? Alors ça, oui, c'est une très bonne question, et je te dirais que c'est une question qui ressemble à une conclusion. Alors, ça peut être une question d'avocat, souvent, comme on n'ose pas conclure, on met ça sous forme de question, mais oui, effectivement, le constat que l'on fait tous, c'est que l'objectif, c'est effectivement de sanctionner, entre guillemets, les entreprises qui importent plutôt des matières premières, parce que les codes douaniers qu'on a listés avant sont plutôt des matières premières, ou en tout cas des produits qui sont, dont la fabrication est très polluante. Je dirais que ça sanctionne également plutôt les grandes entreprises. On le verra après. Je ne l'ai pas mentionné parce que
c'est un point relativement euh, sensible. Touchy, Bon, ok. voilà, sensible. Il y a dans les derniers guidelines de la Commission européenne, on parle beaucoup de la notion de petites entreprises et de grandes entreprises. Alors, ce qui est très gênant, c'est que c'est évoqué, mais il n'y a pas de critères. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, bien qu'on a des idées, je vais vous en parler après. Mais la Commission européenne a communiqué très récemment pour dire que les sociétés qui allaient être visées le plus par des contrôles et par cette réglementation sont surtout des grandes entreprises. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion, puisque des souplesses sont de, euh, d'actualisation pour les petites entreprises. Et on y reviendra tout à l'heure, je n'ai pas voulu le citer ici, puisque c'est vraiment les actualités très récentes de cette semaine et de la semaine dernière. Pour les petites entreprises, il y aura notamment des souplesses pour ce qui concerne la récupération des données. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, ce n'est pas la partie là, on était vraiment dans la partie du périmètre qui est concerné et quels produits sont concernés. Mais effectivement, je partage la question slash conclusion qui a été formulée. Et j'ajoute que, comme je le disais à l'instant, si vous importez effectivement des matières premières dont les codes douaniers sont soumis à MACF, on a l'exemple de l'aluminium ici que je remets sous les yeux, et que vous allez transformer ces matières premières, eh bien, vous pensez vraiment au régime de perfectionnement actif qui vous permet d'importer en suspension des droits et taxes et des réglementations, de transformer dans l'Union européenne, puis soit de réexporter, soit de mettre à la consommation. Et donc, si vous importez des matières premières qui ont vocation à être transformées, pensez à ce régime parce qu'il pourrait, non seulement il présente un intérêt pour la suspension des droits et taxes, mais en plus, il pourrait vous permettre, si votre produit fini ne relève pas d'un code douanier soumis à MACF, d'échapper au MACF. Donc, c'était en lien avec cette question sur l'importation de matières premières versus produits semi-finis ou finis. Je me permets de faire un petit aparté. Vous avez parlé des biens à double usage tout à l'heure, des BDU. Bretagne Commerce International devrait proposer un webinaire sur le sujet en début d'année prochaine. Effectivement, ce sont des questions qui viennent régulièrement. Je vous laisse la main. Allez-y. Merci beaucoup. Et je rebondis sur les biens à double usage. Il y a eu une réforme très récente. Là, c'était, je sais plus, cette semaine ou la semaine dernière, mais effectivement, la liste est constamment réformée et de plus en plus de produits pourraient être soumis à cette notion de biens à double usage, d'utilisation à la fois civile et militaire. Là aussi, il y a une méthodologie simple qui permet de savoir si vous pourriez être soumis ou pas. Alors là, on va parler, il y a juste un slide sur ce sujet, donc je vais aller très vite. Le calendrier prévisionnel, d'autant que ce calendrier est mouvant, et donc on n'aime pas trop s'arrêter sur un slide dans lequel il y a des choses qui bougent, mais vous l'avez bien compris, le MACF est entré en vigueur de manière provisoire depuis octobre 2023, ça fait un an maintenant. On est donc dans cette période transitoire. La date immédiate qui s'applique pour vous, bah, évidemment, c'est la déclaration à déposer pour le trimestre qui vient de s'écouler. Ça sera la même chose, évidemment, pour en janvier 2024. Et puis ensuite, vous voyez qu'au cours voilà, on voit bien sur le timeline, là, au cours des mois qui suivent, il y a une date importante en juillet 2024. C'est la date, alors je dis a priori, parce que c'est en train de bouger, après laquelle on ne pourra plus réaliser d'amendements sur les déclarations trimestrielles. Là, actuellement, lorsque vous déposez vos déclarations trimestrielles, vous pouvez encore les modifier et vous pouvez encore corriger éventuellement les erreurs auxquelles vous auriez que vous auriez commises. À partir de juillet 2024, a priori, mais je pense que ça va être prolongé jusqu'à fin 2024, a priori, vous ne pourrez plus faire ces modifications. Et puis, autre date importante, très importante, janvier 2025, donc, demain, janvier 2025, notion de déclarant MACF. C'est-à-dire que, bon, il y a une partie après, donc je vais passer vite, mais vous allez devoir avoir le statut de déclarant MACF. Il va y avoir beaucoup de demandes d'un coup, donc moi je vous recommande de ne pas tarder à déposer cette demande. Euh,
Et donc, à partir de janvier 2025, vous devrez avoir le statut de déclarant MACF. Je n'en dis pas plus, il y a des slides spécifiques. Donc, vous avez compris que la date limite pour l'amendement des déclarations trimestrielles qui était fixée à juillet 2024, a priori, va être... alors, oui, ça peut vous paraître surprenant puisqu'on parle de juillet 2024 dans le passé et on dit a priori, ça va être étendu. C'est parce que là, on est de nouveau dans la période de déclaration du trimestre qui vient de passer. Et donc, a priori, il va y avoir cette souplesse étendue jusqu'à la fin de l'année 2024. Ça n'a pas encore été officiellement confirmé, bien que l'administration a déjà communiqué sur ce point. Et donc, à partir de janvier 2026, eh bien là, on rentre, on va dire, dans une application plus officielle, ou en tout cas application totale qui n'est plus provisoire. Et donc, voilà, il faudra être déclarant MACF, déposer les rapports, disposer du stock minimum de certificats MACF. Je vais revenir sur tout ça dans les slides qui suivent, donc j'avance un petit peu plus vite. Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, réponse d'abord un peu théorique et ensuite plus pratique. Ce que vous devez faire, soumettre un rapport trimestriel MACF qui contient toutes les informations sur les marchandises que vous avez importées et qui sont concernées. Donc, les marchandises d'une valeur supérieure à 150 euros, ayant un code douanier soumis à MACF, originaire d'un pays soumis à MACF également. Rapport trimestriel, donc dans le mois qui suit le trimestre écoulé, vous devez déposer ce rapport qui indique eh bien, toutes les importations concernées. Il faut également annuellement déclarer la quantité des marchandises introduites dans l'Union européenne au cours de l'année écoulée, déclarer les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à terme au transport jusqu'à l'Union européenne. Bon, ça c'est l'objet même du rapport, hein, donc vous avez compris que c'était une obligation. Vous pouvez aussi nuancer, ce que nous on appelle nuancer, mais la Commission a utilisé ce terme également, nuancer votre déclaration, c'est-à-dire que si dans le pays d'origine, il y a déjà eu un acquittement au titre de la pollution carbone, vous pouvez déclarer ces, entre guillemets, moins, c'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, j'ai telle émission de gaz à effet de serre liée à la production ou au transport de mes marchandises, mais dans le pays d'origine, j'ai déjà acquitté telle et telle taxe ou équivalent taxe dans le cadre d'un système qui correspond au MACF, et donc ça viendra en moins dans vos déclarations. Et enfin, évidemment, vous devez disposer du statut de déclarant MACF, on va en parler dans un instant, et acheter des certificats, puisque, comme je le disais, à compter de 2026, vous devrez avoir un stock équivalent à 80% des importations, un stock de certificats MACF. Je vais y revenir dans un instant. Alors, dans la période provisoire que l'on vit actuellement, c'est toujours délicat. Vous avez compris, là, quand on parlait de la souplesse juillet 2024 qui est étendue, c'est délicat parce que depuis le début dans cette réglementation, en réalité, et je pense que c'est vrai également, enfin d'ailleurs ils l'ont dit, hein, pour la Commission comme pour les administrations françaises, on apprend tous ensemble au fur et à mesure. Et parfois, on a même des obligations qui sont suspendues ou nuancées alors même qu'elles étaient déjà entrées en vigueur si on en croit les dates originales. Donc, durant cette période transitoire, euh, on parle uniquement de dépôt d'informations. Hein, encore une fois, les importateurs, donc importation pays tiers à l'Union, produits pays tiers à l'Union européenne, doivent uniquement transmettre un rapport et donc ce n'est qu'informatif avec les données pertinentes. L'objectif, c'était de voir si vous arriviez à collecter ces données. Là, je marque un temps de pause parce que c'est le gros problème de cette réglementation, c'est collecter les données. On va y revenir après. Et donc, au cours de cette première phase transitoire, il n'y a pas de ce qu'on appelle vulgairement de taxe carbone, mais il n'y a pas donc d'achat de certificats, il n'y a pas enfin, de notion financière, c'est simplement de l'informatif. Mais, important de le rappeler, si vous ne déposez pas ce rapport MACF, vous pourriez être soumis à des pénalités. Donc, vous n'avez pas encore l'obligation liée
à l'achat des certificats, mais vous avez déjà un risque financier lié à des pénalités éventuelles si vous ne respectez pas les obligations, ce qu'on appelle de reporting, c'est-à-dire la déclaration. Donc les modalités de fonctionnement dans la phase de transition, bon, je l'ai déjà dit, je vais passer très vite les objectifs, hein. Oui, c'était s'approprier le dispositif, essayer de comprendre comment ça fonctionne, voir les sociétés concernées, voir si ces sociétés arrivaient à récupérer des données permettant de faire les déclarations, voir si les méthodes de calcul proposées étaient les bonnes. Voilà, on va en dire dans un instant quelque chose, puisque ce dont on s'est rendu compte, en réalité, au cours de cette phase transitoire, c'est que la grande difficulté réside dans la collecte des données. Alors peut-être j'en dis un mot maintenant, je ne résiste pas. La collecte des données, il y a eu 3 techniques qui ont été, qui sont pas dans la réglementation, hein, mais qu'on a constatées évidemment au gré de la pratique. La première, et ça c'était, l'idée brillante des avocats, on a dit: «Ben, tiens, on va mettre des clauses partout dans les contrats, dans les bons de commande auprès des fournisseurs. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le. On va mettre des clauses pour dire, monsieur le fournisseur, il vous appartient de me transmettre des informations permettant de répondre à cette obligation nouvelle de la réglementation MACF. Et donc, dans ces cas-là, annexé aux clauses, venez soit le fichier Excel de la commission, soit des explications. Voilà, chacun a été libre euh, de formuler ça, on pourrait dire, de la manière qu'il le souhaite, mais en tout cas une clause vis-à-vis des fournisseurs. Alors, les personnes un peu taquines autour j'allais dire de la table de l'écran vont me dire oui, mais les clauses, en fait, ça n'engage que ceux qui les lisent. Or, les fournisseurs, ils s'en fichent complètement. Oui, c'est vrai, mais c'était voilà, une première technique juridique, on va dire, pour essayer de contraindre, à minima, avoir quelque chose qui peut vous permettre de vous retourner contre vos fournisseurs pour dire, bah, vous voyez, vous avez signé ce contrat, ce bon de commande, cet accord, ce mail, et donc c'est de votre obligation de me donner ces informations. Deuxième technique qui a été, on va dire, utilisée pour contraindre à avoir les informations, bah, c'est du très concret, c'est les visites sur place. Alors si vous n'êtes pas une multinationale ou une grande entreprise, vous n'allez pas envoyer quelqu'un en Chine vérifier ce qui se passe chez votre fournisseur. J'en ai bien conscience. Néanmoins, gardez en tête que c'est une des techniques qui a été utilisée par un certain nombre d'entreprises, d'envoyer sur place ou d'utiliser sur place des sociétés qui existent prévues à cet effet, hein. Il y a des sociétés qui font des rapports d'expertise sur place, des rapports de visite. Ça existait autrefois, on l'utilisait pour attester de l'origine d'un produit. Vous savez qu'il y a beaucoup de contournements, ce qu'on appelle de contournements. Donc pour des pays, notamment la Chine, qui sont très visés par des réglementations anti-dumping, des surtaxations, eh bien, il y a eu des contournements où on a déclaré, après un transit par un autre pays, une origine de ce pays de transit. Donc, certaines sociétés, pour vérifier, ont demandé à des sociétés très connues hein, d'aller faire des rapports sur place, de vérifier les conditions de production. Eh bien, ces sociétés-là aussi peuvent, dans le cadre du MACF, se rendre sur place et collecter des données, c'est-à-dire dire, bah, voilà les conditions de production, comment est-ce que ça s'effectue sur place, une analyse technique, objective des outils de production et qui amène à la fin à un calcul des émissions qui vous permettront de récolter certaines données. Là, encore une fois, j'ai bien conscience que c'est imparfait parce que tout le monde ne peut pas diligenter un rapport, une visite sur place. Et en plus, les fournisseurs peuvent refuser, bien évidemment. Mais ça s'ajoute, on va dire, au faisceau d'indices que vous pouvez utiliser, donc les clauses, les visites sur place, puis, je vais en dire un mot dans un instant, les fameuses valeurs par défaut qui ont été très utilisées, puisque la Commission européenne a mis à votre disposition certaines valeurs par défaut, voilà, en considérant que pour produire tel type de marchandise, euh, ça avait telle valeur en équivalent pollution carbone. J'y reviendrai dans un instant parce que ça, c'est vraiment un point important et il y a eu de nouveau des actualités. Là, encore une fois, c'est imparfait. C'est forcément aussi, ça peut être défavorable puisque ces valeurs par défaut, elles peuvent ne pas correspondre à la réalité du marché. Mais là aussi, j'y reviendrai dans un instant. Voilà, il va y avoir toute une partie sur ces valeurs par défaut, comment faire avec des fournisseurs non coopératifs, etc. Je reviens simplement sur la phase transitoire pour évacuer ce sujet définitivement.
Bon, voilà, les obligations de cette phase transitoire, a priori, vous les connaissez puisque vous avez déjà été soumis à ça. Vous devez déclarer la quantité totale de chaque type de marchandise, les émissions directes et indirectes, le prix du carbone au regard du pays d'origine. Voilà, et les émissions directes et indirectes, on parle évidemment de à la fois le processus de production, mais aussi la consommation électrique inhérente au processus de production. Toujours dans cette phase de transition, vous avez tous, pour ceux qui sont concernés, créé votre compte sur la plateforme dédiée. Vous avez tous calculé les émissions de produits importés et déposé un rapport MACF dans le mois qui suit le trimestre écoulé. Dans la période de tolérance, possibilité de modifier, de corriger les erreurs éventuelles. Comme je le disais, cette période de tolérance est en cours de prolongation. Là aussi, je vais y revenir. Et, et puis voilà, dans cette phase de transition, il peut y avoir des pénalités. Alors, je dis il peut y avoir, puisque nous n'avons pas eu connaissance à ce stade, de notre côté, de pénalités appliquées. C'est peut-être arrivé, en tout cas, on n'en a pas eu connaissance. Il y a une forme de mansuétude, ou en tout cas de souplesse de nouveau des administrations de contrôle. Toujours dans cette période de transition, le fameux calcul des émissions. Calcul des émissions, j'en disais un mot à l'instant. Bon, là, de nouveau, pour ce reporting, 3 manières de l'exercer. C'est ce que prévoit la réglementation. Je vais en dire un mot après sur la partie concrète. Soit la méthodologie européenne, une méthodologie qui a été proposée, donc équivalente aux émissions à partir des données d'activité européennes. Donc, si vos produits avaient été fabriqués dans l'Union européenne, quelles auraient été les émissions de gaz à effet de serre et quelles auraient été ce qu'on peut appeler entre guillemets la taxation carbone. Les rapports basés sur des systèmes nationaux équivalents dans des pays tiers, bon, très peu utilisés, ou les valeurs de référence, valeurs par défaut, mises à disposition par la Commission européenne. Au départ, on nous a annoncé qu'à partir de 2025, après 2025, pardon, seule la méthode européenne, donc en fait le calcul, là, de nouveau, serait applicable. Là aussi, prolongation probable en cours. Et donc, cette méthodologie européenne, en fait, c'était la méthodologie de calcul à partir des émissions que vous avez récupérées chez vos fournisseurs. Là, de nouveau, on va y revenir dans un instant, il y a eu un certain nombre de questions et d'approximations, et donc on pourra rentrer dans le détail. J'avance sur le calcul, puisque comme je vous le disais, ça fait l'objet d'une partie spécifique. Donc toujours sur le calcul, effectivement, un exemple de ce que peuvent englober les émissions directes, donc tout le CO2 issu des combustibles directement ou indirectement liés à la production, toutes les émissions de toutes sources possibles dans le cadre des procédés de production. Et donc vous comprenez en lisant cet exemple que on est soumis aux informations que l'on peut récolter chez nos fournisseurs. Je rappelle, je le disais à l'instant, chez les fournisseurs, on peut effectivement les contraindre par des clauses, des visites sur place pour comprendre le processus de production. Encore une fois, c'est soumis à l'acceptation du fournisseur. Il y a des fournisseurs non coopératifs. Et donc, ça a donné lieu à une précision récente. Dans le cadre des fournisseurs non coopératifs, la France, notamment, a déjà communiqué sur le fait que les valeurs par défaut pourraient être utilisées dans les cas où il est possible de prouver que voilà, on a initié des diligences qui n'ont pas obtenu de réponse de la part des fournisseurs. Je vais revenir aussi sur cette notion. Je voudrais simplement clôturer sur la phase transitoire, les obligations. Donc on a dit, vous devez avoir le statut, déposer les rapports MACF, pardon, avoir en troisième lieu le statut de déclarant MACF autorisé. Janvier 2025, c'est demain. Attention, il va y avoir un engorgement. Donc, ne tardez pas à faire cette demande. Je rappelle que sur le statut de déclarant MACF, oui, vous pouvez demander à votre déclarant en douane, mais il n'est pas obligé d'accepter. Point important. Et s'il accepte, c'est en représentation indirecte. Donc, ce qui est obligatoire pour les sociétés non établies, mais rare pour les autres.
Et enfin, quatrième obligation, eh bien, acheter les fameux certificats MACF, puisque vous aurez l'obligation d'avoir un stock minimum constitué de 80% des émissions à chaque fin de trimestre. Donc là, encore une fois, avant le 31 mars 2026, il faudra avoir en réserve des certificats MACF. Alors, sur cette phase transitoire, ce que l'on peut dire en résumé, je prendrai les questions bien évidemment après, ou peut-être d'ailleurs qu'on va aller à la fin de cette partie sur ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2026 et on prendra les questions, mais gardez en tête que cette phase transitoire, il y avait un certain nombre de souplesses qui devaient s'arrêter au cours de l'année 2024, qui sont plutôt en cours de prolongation, premier point. Deuxième point, on a constaté la difficulté du calcul. Donc là aussi, souplesse, j'y reviendrai. Et troisième point, vous n'avez pas de risque au cours de cette période. Donc, vous pouvez tout à fait émettre des déclarations, même si elles sont inexactes. Et la question qui revient très souvent, est-ce que je dois déclarer, est-ce que je dois déposer un rapport si je ne suis pas sûr ou si je sais que les données ne sont pas les bonnes? Ben, oui, puisque encore une fois, l'objectif, c'est de vous familiariser avec le dépôt des rapports, mais dans cette phase transitoire, je ne vais pas vous dire que s'il y a des erreurs, c'est pas grave, mais c'était quand même l'objectif. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous déclarez, il vaut mieux déclarer quelque chose que de ne rien déclarer, et même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous déclarez, puisque la sanction s'applique sur le fait de ne pas avoir déposé de rapport, et non pas sur le fait d'avoir déposé des rapports contenant des erreurs. Durant la phase de mise en œuvre à partir du 1er janvier 2026, donc là, de nouveau, ben, les importateurs sont toujours soumis au MACF. Lorsque les produits proviennent de pays qui ne sont pas dans la liste de l'annexe 3 qu'on vous soumettra, l'annexe 3 annexée, d'une valeur supérieure à 150 € avec des codes douaniers concernés par le MACF et que vous importez. Donc c'est la même chose que ce que je viens de décrire juste avant avec les trois warnings qu'on a évoqués, code douanier, valeur, origine. Les obligations, toujours dans la période, on va dire, classique, bah, évidemment, avoir le statut de déclarant MACF autorisé. Et donc, ce statut de MACF autorisé, bah, effectivement, il sera obligatoire de l'avoir pour pouvoir importer. C'est-à-dire que c'est même pas que vous ne pourrez pas déclarer, là j'insiste, hein, parce que là aussi la question est revenue en pratique très souvent, ce n'est pas que vous ne pourrez pas déclarer, déposer votre rapport, c'est que vous ne pourrez même pas importer vos produits. Hein, ça sera bloquant, c'est-à-dire que pour importer des produits soumis à MACF, il faudra être déclarant MACF autorisé, ça sera spécifiquement prévu dans la déclaration aux douanes. Si vous ne cochez pas cette case, vous ne pourrez pas importer. Je suis désolé, j'insiste là-dessus, mais ce n'est pas un blocage pour le dépôt du rapport, c'est un blocage pour l'importation, donc le dépôt de la déclaration en douane. Si c'est votre RDE, encore une fois, on sera dans le cadre de la représentation indirecte, et donc il faut que ça soit soumis évidemment au consentement du RDE, mais aussi à la signature d'un mandat spécifique à cet effet. Warning pour ceux qui ne seraient pas établis dans dans l'Union européenne. Toujours dans les obligations, il faudra être identifié par numéro EORI. Vous savez tous que le numéro EORI, c'est votre numéro d'identification douanière qui donne votre état de rattachement. Bon, j'avance là-dessus, c'est pas forcément l'objet du jour. Et donc, évidemment, les certificats dont on a parlé, 80% minimum de certificats des émissions à importer à la fin de chaque trimestre. Donc, au cours du trimestre, il faudra éventuellement racheter des certificats. Vous aurez la possibilité de les restituer, ces certificats, ou de les revendre, pour dire les choses un peu plus clairement. Et donc, voilà, bah, c'est le marché des quotas hein, ETS classique que vous connaissez, avec des certificats qui ont une durée de validité qui est déjà prévue. Donc, il faudra suivre, en plus de votre rapport et en plus de la soumission au MACF, il faudra avoir ce que j'appelle ce jeu de trading des certificats qu'il faudra acheter, revendre éventuellement au cours des périodes de validité. Voilà, revendre, non pas entre déclarants, hein, mais en tout cas restituer, pour être plus précis, auprès des administrations concernées. On va aborder les risques dans un instant. Avant d'aborder les risques, je réponds éventuellement aux questions. J'imagine qu'il y a des questions sur les méthodes de calcul.
comme on va en parler aussi après, peut-être que dans ce cas-là, j'avancerai sur les slides et je reviendrai au risque, mais je vous laisse la parole, Laurence, s'il y a des questions à ce Alors, stade. effectivement, les questions sont nombreuses. Si on achète à un fournisseur, risque-t-il de répercuter le coût? Ah, j'aime beaucoup cette question parce que c'est voilà, encore une fois une question qui se pose très souvent. Bah oui, la réponse est oui, puisque vous avez compris que si vous achetez un fournisseur européen, mais que lui-même a importé des produits soumis à MACF, c'est lui qui est soumis à l'obligation du MACF. Est-ce qu'il risque de reporter les coûts? Oui, c'est un Bah oui, risque. Comment ricochet, il va le effectivement. faire? C'est plus compliqué parce que comment on le calcule, encore une fois, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, et c'est d'ailleurs ce qu'on a constaté. Pour être très concret, il y a un rapport qui a été publié. Alors, c'est pas un rapport officiel, donc on ne peut pas le communiquer, mais qui a été réalisé plutôt que publié par une association active en matière douanière qui estime qu'effectivement, on voit que les mêmes produits importés post-MACF, puis revendus dans l'Union européenne, eh bien, englobent évidemment une marge, mais aussi une partie liée au coût MACF. J'importe des références différentes, mais avec un même code douanier, avec un même fournisseur. Dois-je faire une déclaration par produit ou par code douanier? Alors donc là, je comprends, ça veut dire que ça doit être deux produits qui sont ces deux références Ensuite, distinctes, mais un même code douanier, et douanier, donc on fait bien des déclarations par code douanier. Si par exemple votre référence, comme vous dites, deux références, c'est un changement de couleur, un changement de taille, peu importe, c'est le même code douanier, donc c'est par code douanier. ok. Puisqu'il est de plus en plus difficile de maîtriser la date d'arrivée d'un produit importé, quelle souplesse si non-respect des 80% de stock minimum? Alors ça, c'est une très bonne question. On n'a pas, alors excusez-moi de le dire de manière si directe, on n'a pas forcément de réponse. En revanche, c'est une question qui a été posée effectivement à la Commission européenne. Alors bon, il y a la réponse politique, c'est à vous d'anticiper, etc. Néanmoins, il y a une réponse concrète et pratique, c'est que dans les propositions de souplesse formulées par un certain nombre d'acteurs dont on a fait partie, puisque là, en ce moment, ce qui se fait avec la Commission, c'est retour d'expérience de la première année. Ça va encore être alimenté par ce mois-ci là et probablement la fin de l'année. Et dans les points qu'on remonte, il y a celui-ci de dire que ce serait difficile d'avoir des dates précises. Donc, dans les points de souplesse qui devraient être proposés par la Commission européenne, il y aura effectivement une variation possible de ce pourcentage au regard de cas de force majeure. Vous avez effectivement transport maritime qui a été bloqué pour des raisons d'intempéries, etc. Donc, il y aura une souplesse. Comment elle va se formuler, on ne le sait pas encore exactement. Merci Stanislas. On continue avec les questions. Quand vous nous dites sans certificat, on ne peut pas importer. Quid des marchandises sur l'eau? Seront-elles bloquées au port? Alors, je voudrais juste préciser, ce n'est pas sans certificat, bon, bien que ça revienne à ça in fine, mais c'est si on n'a pas le statut de déclarant MACF. Mais vous avez raison, ça revient un peu à la même chose. Mais voilà, je voulais préciser parce qu'il y aura, ça sera prévu vraiment dans la déclaration en douane. Dès lors que vous aurez un code douanier soumis à MACF, il y a une alerte entre guillemets qui se crée et donc on doit certifié être déclarant MACF, ce qui revient effectivement à avoir des certificats. Les marchandises qui seront sur l'eau, bloquées au port, oui. Et là, l'administration des douanes a un tout petit peu communiqué pour préciser que dans ce cas-là, mais comme dans d'autres cas d'infraction douanière d'ailleurs, il vous sera proposé plusieurs options, soit la régularisation, soit le placement en entrepôt sous douane ou en stockage temporaire pour une durée longue, le temps de se remettre, voilà, soit la réexportation, soit la destruction. C'est ce qui se passe généralement quand il y a des marchandises qui sont importées qui ne sont pas conformes. Je rappelle d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de régime douanier, l'entrepôt et le perfectionnement actif pour produire, l'entrepôt pour stocker. Certains de nos clients ont utilisé cette technique au cours de l'année écoulée de placer sous entrepôt. Entrepôt sous douane, je rappelle, hein, vous importez, vous stockez, vous êtes en suspension de tout droit et taxes et des réglementations qui s'appliquent, donc de la réglementation MACF. Et ce stockage
tampon, entre guillemets, ce stockage tampon permettait à certains de nos clients de constituer un stock de produits éventuellement soumis à MACF, de se préparer, et c'était un test, de dire pendant ce temps-là, comme c'est en entrepôt, on n'est pas encore soumis, donc on a le temps d'acheter les certificats Certificat. éventuels dont on a besoin. Et puis, au moment où on aura besoin des stocks, au fil de l'eau, on sort de l'entrepôt et donc on est sûr d'être conforme puisqu'on aura constitué notre stock de certificats. C'est une technique éventuelle, en plus du fait de gagner de la trésorerie puisque vous ne payez que sur ce qui sort au fil de l'eau et non pas sur une quantité globale. Quand sera disponible le tarif des certificats par tonne de CO2? Alors C'est là un peu- aussi, ouais, là aussi, c'est une bonne question parce que on nous dit dans la réglementation que le prix sera équivalent à celui du prix moyen des quotas de la semaine précédente. Donc j'ai envie de vous dire la semaine avant l'importation. Mais néanmoins, là pour le coup, il y a des études, enfin il y a des moyennes publiées par les administrations sur le coût ou le prix moyen. Donc si vous voulez faire j'imagine que c'est pour faire des projections financières, C'est vous pouvez ça, oui, regarder stratégie d'achat, oui. voilà, vous pouvez regarder les coûts moyens sur les années écoulées. Normalement, alors ça évolue, parce qu'en plus, le coût de l'énergie, évidemment, évolue, mais ça peut vous permettre de déterminer un coût moyen. Mais en théorie, c'est la semaine précédente. Que pensez-vous des outils informatiques proposés qui facilitent les déclarations MACF? Jo- Joker? Joker? Non, non, je pense. Alors, c'est difficile parce qu'il y a effectivement des outils publics, des outils privés. Ça s'avérera très utile lorsque ça sera abouti. Voilà, Effectif, oui. j'essaie de faire une réponse politique, mais je pense de ces outils comme je pense de toute cette réglementation que une fois de plus, alors je suis désolé, c'est un peu, j'espère qu'il n'y a pas de représentants de la commission ou de l'administration, mais une fois de plus, ce sont les entreprises qui essuient les plâtres d'une réglementation qui a été trop prématurée, trop anticipée et mise en œuvre très vite parce qu'on a besoin de sous, mais qu'en fait, on ne sait pas exactement comment elle va fonctionner. Voilà, excusez-moi, j'avais besoin de le dire. Bah, c'est fait. Stock minimum de 80% par trimestre. Qui contrôle et comment? Et 80% de quelle valeur de référence? Alors, qui contrôle et comment, je vais en parler certainement après dans les risques, mais bon, je peux répondre tout de suite. Qui contrôle et comment? Il y a notamment au moment de l'importation, c'est l'administration des douanes, puisqu'on arrive à une frontière. Ensuite, c'est la DGEC lorsque vos produits sont déjà en territoire douanier, on va dire. Comment on contrôle? C'est un contrôle documentaire d'ordre comptable, on va dire. Quelle valeur de référence? Les 80% en principe seront calculés sur la base des trimestres précédents, mais là aussi, ça n'a pas encore été totalement vérifié. Je regardais si dans le slide on l'avait précisé, mais ça n'a pas encore été totalement précisé. Donc à ce stade, on anticipe que ça sera ça. Je disais qu'il y avait une souplesse, hein. Ça, par contre, ça fait partie des points qu'on a soulevés. La date prise en compte est-elle la date de la facture du fournisseur ou la date d'arrivée de la marchandise? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la date Ah, de la déclaration d'importation. Bon, ça peut être la même chose que la date d'arrivée des marchandises si vous déclarez le jour même, mais c'est la date de la déclaration en douane, l'IMA que vous déposez ou qui est déposé en votre nom. ok. Je vous laisse la main pour continuer la présentation. Merci, Merci à vous. merci Laurence. Je vais avancer assez vite pour les risques parce que j'ai pas envie de vous faire peur et surtout je voudrais aller sur les aspects pratiques après. Un peu de retour d'expérience. Les risques, quelles sanctions? La sanction, on va dire, pour défaut de statut MACF autorisé, vous vous souvenez, je vous ai dit il y a un instant, vous ne pourrez pas importer. Donc là, c'est blocage des marchandises et donc blocage de la supply chain et tout ce qui s'ensuit, c'est jamais très agréable. Plus pénalité financière, puisque vous n'aviez pas le bon statut. Il y a aussi les fausses déclarations en douane, j'en ai parlé, valeur, origine, espèce. Espèce, c'est code douanier. Je rappelle que les fausses déclarations en douane, ce sont donc des infractions qui relèvent du droit pénal.
Donc, vous avez à la fois des droits de douane éventuellement à payer en plus si vous êtes trompé dans un de ces éléments, des pénalités douanières et la possibilité aussi de perdre le statut de déclarant MACF autorisé. Ça, c'est un point que j'ai oublié de mentionner avant. Il a déjà été évoqué qu'en cas de récidive, il y aurait une suspension, voire une annulation du statut de déclarant MACF autorisé, ce qui fait que comme vous n'avez plus le statut, vous ne pouvez plus importer. Alors là, c'est assez rédhibitoire. Euh, et puis enfin, voilà, les pénalités financières sur la base de l'écart constaté, je pense que vous l'avez compris, on en a déjà parlé, l'obligation de restituer des certificats et la perte du statut, j'en ai déjà parlé. Toujours dans les sanctions douanières, je voulais dire aussi qu'en plus des pénalités, vous avez la possibilité d'être bloqué à l'importation, exportation, les amendes, on en a déjà parlé, et la responsabilité pénale. Comme je disais, ça relève du pénal. Dans certains cas, là aussi, l'administration des douanes a communiqué pour dire qu'en cas de récidive, c'est-à-dire ça fait plusieurs fois que vous importez des produits sans vous soumettre aux déclarations MACF ou en changeant le code douanier pour ne pas être soumis, il y aura possibilité de poursuite pénale devant le tribunal correctionnel. Il y a le risque réputationnel, évidemment, et le risque commercial, mais ça, vous connaissez bien évidemment. Alors, comment on peut anticiper? Je l'ai déjà dit, donc je vais très vite. Maîtrisez vos fondamentaux douaniers, hein, gardez en tête valeur, code douanier, origine. Si vous vous trompez là-dessus, vous vous trompez sur les déclarations MACF. Et donc, vous avez le double risque. Donc, commencez par maîtriser ces fondamentaux. La veille réglementaire, évidemment. Un mapping des flux, bah, c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent mes produits et quel traitement je leur applique. Mapping des flux, c'est pas que une carte avec des flux, c'est aussi un fichier Excel avec j'importe d'un pays tiers à l'Union européenne tel traitement douanier, tel traitement MACF. J'importe d'un pays tiers, mais qui est dans l'annexe 3 des pays autorisés, enfin autorisés, des pays non soumis à MACF, voilà le traitement. Et comme ça, à chaque fois où j'achète à un fournisseur européen qui lui-même a importé, voilà mes obligations. Et avec ce fichier Excel et 3-4 colonnes avec obligations, documents, finances, bah, ça vous permet d'anticiper. Évidemment, le plus de traçabilité possible, la sécurisation des données, bien sûr. Et donc, méthodologie simple, voilà, vous connaissez ça par cœur, je ne vais pas insister, hein, mais l'identification de ce qui nous est applicable, les mesures correctives, etc. Je garde juste ces 10 petites minutes pour, évidemment, pour échanger et aussi pour vous dire quelques éléments sur le retour un peu d'expérience là, concret. On vous a mis ici le lien vers l'obtention de l'habilitation. Ne tardez pas, comme je vous le disais. Donc, il y a le site de la douane française, mais aussi le site évidemment européen. Ne tardez pas parce qu'à partir du 1er janvier 2025, il sera obligatoire pour importer, ça sera ouvert et ça sera obligatoire à partir du 1er janvier 26. Mais donc, au cours de cette année, entraînez-vous, sollicitez ce statut. N'attendez pas le dernier moment parce que ça va être comme d'habitude en décembre 25, si vous faites la demande, vous n'êtes pas sûr de l'avoir en janvier 26. Donc n'attendez pas le dernier moment. Vous avez ici les liens. Allez vous enregistrer, c'est pas très compliqué. Donc ça, c'est pour l'habilitation. Le reporting, alors j'en parlais tout à l'heure, la phase transitoire, donc il y avait ce rapport trimestriel avec les quantités importées, le site de production, les procédés, les précisions sur les méthodes de calcul, etc. On s'est rendu compte que si vous n'avez pas la coopération des fournisseurs, c'est impossible d'avoir tout ça. Donc, il y a ce fameux template Excel, on vous l'a remis aussi, hein, le lien à transmettre aux fournisseurs, en plus des clauses, etc. Bon, si vous ne le remplit pas, bah, vous n'allez pas en faire grand-chose. Euh, Normalement, le but, c'était d'avoir une automatisation du reporting. Automatiquement, tous les trimestres, on lui transmet ce template. Comme on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté importante pour collecter les informations, il y a une tolérance dans l'utilisation des valeurs par défaut pour les trimestres T3 et T4 2024. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais, a priori, je ne voulais pas encore révéler je voulais pas je voulais pas spoiler, mais voilà, effectivement, il y a cette tolérance. Alors, on a dit tolérance pour les petits importateurs. En fait, ça marche pour toutes les sociétés, mais il y a une distinction qui est la suivante. Pour les petits importateurs, euh, vous pouvez bénéficier automatiquement de cette tolérance. Pour les grands importateurs, les grandes entreprises, vous pouvez bénéficier de cette tolérance, donc d'utilisation des valeurs par défaut, sous réserve de démontrer que vous avez cherché à récupérer les données réelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on recommande pour tous
constituer un petit dossier de preuve. Voilà, j'ai un email ou un courrier, j'ai bien envoyé à mon fournisseur cette demande, je lui ai envoyé le template, je l'ai relancé plusieurs fois, il m'a pas répondu, ou bien ce qui m'a répondu était effectivement inacceptable. Je l'ai relancé, j'ai essayé de faire un calcul moi-même, tout type de preuve pour démontrer que vous avez essayé d'obtenir ces informations, mais vous n'avez pas réussi, et donc vous êtes obligé d'utiliser les valeurs par défaut. Ça, c'est jusqu'à fin 2024. Normalement, normalement, cette flexibilité, elle devrait être étendue en 2025, voire au-delà. Pourquoi je dis voire au-delà? C'est parce que c'est vraiment la difficulté principale rencontrée dans le cadre de cette réglementation. Bah, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a un fournisseur non coopératif? Et in fine, est-ce que ce n'est pas les sociétés européennes qui sont pénalisées parce que leurs fournisseurs ne sont pas coopératifs? Et là, la Commission, enfin, a accepté nos remarques en disant, bah oui, effectivement, on va vous sanctionner, vous, Européens, pour défaut de coopération de sociétés qu'on ne maîtrise pas et qui sont des fournisseurs tiers. Donc, c'est comme ça qu'on a prolongé cette période d'utilisation des valeurs par défaut et qu'elle pourrait être étendue de nouveau. Et dans ce cadre-là, il y a un projet de pérennisation des valeurs par défaut, de dire, bah, en fait, maintenant, on sait que ça fonctionne, ces valeurs par défaut, on a compris par secteur comment est-ce qu'elles sont calculées, et donc elles pourraient être rendues plus pérennes dans les années qui viennent. Mais attention, pour l'instant, les valeurs par défaut, la souplesse, elle a été officiellement confirmée en France. La Commission a dit qu'effectivement, elle allait, elle aussi, le confirmer officiellement, mais ça n'a été confirmé officiellement que par la France. Cocorico, on est en avance. Mais effectivement, la Commission a annoncé, a déjà communiqué sur le fait que quand le fournisseur n'est pas coopératif, ça serait accepté. Et donc, a fortiori, lorsque vous êtes une petite entreprise. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile. Il n'y a pas eu de définition de ce que c'est qu'une petite entreprise, mais on peut considérer qu'on se réfère aux règles applicables classiques, qu'est-ce qu'une PME, etc. Donc, gardez en tête les valeurs par défaut. On peut continuer à s'en servir jusqu'à la fin de l'année 2024, très probablement au cours de l'année 2025, ça sera confirmé dans les prochains jours, et probablement au-delà aussi. Mais pour ça, il faut constituer un dossier de preuve du fait qu'on a essayé de remplir les diligences. Vous ne pouvez pas simplement dire bah, j'utilise les valeurs défaut parce que c'est plus simple pour moi. Il faut démontrer que vous avez tenté d'obtenir ces informations auprès de votre fournisseur, mais que vous ne les avez pas obtenues. Voilà donc pour ces valeurs par défaut, et j'en termine avec ce slide de la soumission de la déclaration et du paiement. Là, encore une fois, pour tout ce qui est déclaratif, puis achat de certificats, tout à l'heure, vous me demandiez quelle plateforme, quelle restitution, quelle valeur on utilise. Il y a un guide qui a été publié, on vous a remis le lien ici, actualisé il y a quelques jours, qui est très bien fait sur la partie pratique des certificats MACF. Pas sur ce qu'on vient de se dire avant, c'est-à-dire sur la partie importation, déclaration, calcul, mais sur la partie certificat, pour le coup, c'est assez bien fait puisque c'est un système qui existe déjà. Je vais répondre aux questions qui se posent dans les quelques minutes qui nous restent. Et je voudrais simplement rappeler, gardez en tête, pour les calculs, vous pouvez essayer d'obtenir les choses de vos fournisseurs, les clauses, les rapports de visite, le template de la Commission européenne dont on vous a remis le lien. Si tout ça ne fonctionne pas et que les relances ne fonctionnent pas non plus, valeur par défaut, acceptable, au moins jusqu'à fin 2025, mais bon espoir que ça continue par la suite pour ne pas sanctionner les sociétés européennes, mais il faudra pouvoir démontrer qu'on a exercé une forme de pression sur le fournisseur ou des vigilances ou des diligences, pardon. Je vous laisse la main, Laurence, s'il y a des questions. Effectivement, il y a quelques questions. La réglementation étant européenne, tous les pays sont-ils prêts, sujet sous-jacent d'égalité de toutes les entreprises sur le territoire face à la norme? Ah oui, c'est une bonne question. On a la même règle, on n'a pas les mêmes administrations dans l'Union européenne, et c'est vrai aussi en matière douanière. Tous les pays sont-ils prêts? Non. Certains, clairement, non. D'ailleurs, certains ont communiqué sur le fait que
à titre exceptionnel, il ne mettrait pas en place tout de suite cette réglementation. Donc, égalité au niveau européen, non, pas nécessairement. Néanmoins, la Commission a précisé qu'elle sanctionnerait les pays qui ne seraient pas prêts actuellement. C'est difficile pour moi de vous répondre précisément parce qu'il faudrait faire une étude par pays, mais je partage l'analyse qui est faite dans cette question. Ok. À quoi ou à qui sont destinés les fonds récoltés? Ah oui, ça aussi, c'est une bonne question. À la Commission européenne qui a dit qu'elle les reverserait sous forme de subventions aux différents États membres. Donc en fait, c'est plutôt pour l'Union européenne, mais vous dire comment ça sera utilisé, j'en sais rien du tout. Et on le saura probablement. La taxe sera-t-elle déductible du résultat fiscal? Alors ça aussi, c'est une excellente question. Euh, a priori, non, mais c'est une question qui n'a pas été tranchée. Mais bon, a priori, non. Je vais presque vous dire à 99%, mais pas officiellement tranché. Alors, vous y avez répondu en partie. Qu'appelle-t-on petits importateurs? Est-ce lié au tonnage de marchandises importées soumises à MACF? Oui, alors ça, c'est une question qui me fait penser à une précision que j'ai oublié d'apporter. Très bonne question. Oui, effectivement, lié aux quantités, mais aussi évidemment à la taille de l'entreprise. En revanche, sur les quantités, les administrations et la Commission européenne ont communiqué, je relisais ce matin même le communiqué en question, sur le fait que seraient ciblés en priorité les gros importateurs en volume. Et donc là, vraiment, il y a eu cette communication, voilà, je la reprends, je l'ai sous les yeux. La commission dit que, effectivement, consciente des difficultés qui peuvent être rencontrées dans l'obtention des données, l'autorité compétente devra concentrer ses efforts, donc c'est les autorités françaises, de contrôle sur les marchandises dont les émissions importées trimestriellement cumulées sont supérieures à 100 tonnes. Enfin, je ne peux pas vous dire plus précisément. Ça a été, je rajouterai d'ailleurs, tiens, c'est parce que ça a été publié il y a 2 jours, mais je rajouterai ça dans les slides. Parfait. Je vois qu'on n'a pas de nouvelles questions. Vous voulez dire qu'on est Ah, dans un timing parfait? non, mais formidable. 11h31, formidable. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que nous avons pu répondre à l'ensemble de vos questions. Je tiens à remercier Stanislas Roquebert, notre intervenant, pour la qualité de sa présentation, comme d'habitude, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Merci à tous pour votre présence. À bientôt et belle journée à vous. Merci à vous tous, au revoir. Au revoir.